Bonjour tout le monde, bienvenue à un webinaire avec Richard Favreau de la ferme Val-au-Vent qui va nous parler de son itinéraire de production qu'il a documenté pour sa semence d'échalote française, une variété qu'il sélectionne depuis plus de 15 ans. Donc, on a 1 heure et demie devant nous. C'est une occasion pour des semenciers, des jardiniers de poser leurs questions et vraiment d'aller en profondeur sur une culture en particulier qui est les alliums en général, les oignons, les poireaux, les échalotes sont relativement difficiles dans notre climat, dans un environnement contrôlé. Donc, on est très content d'entendre Richard partager son expérience. À toi, Richard. Bon, alors, je plonge. Même si on est très nombreux, j'ai une traque, mais je vais finir par me réchauffer dans le feu de l'action. N'hésitez pas à me poser des questions, puis si je trouve que c'est un peu comme prématuré, je vous le dirai à ce moment-là. Alors, je vais bien vous présenter l'itinéraire. Un petit avant-propos, désolé, c'est un texte écrit. Ça fait depuis 2008 que je produis la semence d'échalote française Val-au-Vent. Et puis, disons que la production s'est faite, mais sans trop de très grand sérieux. Puis, vu que je suis assez âgé, avec l'avenue de ma pré-retraite, j'ai commencé à vraiment m'investir plus là-dedans en 2018 en fait. Puis en 2019, bien là, j'ai décidé de faire des effets formels parce que je voudrais voir si ça valait la peine de pouvoir la proposer aux producteurs maraîchers québécois comme alternative aux hybrides qui sont souvent très coûteux. Alors, on a fait des essais en 2019. Ça, c'est un petit rappel parce que j'ai fait cette présentation-là l'an passé, une présentation au séminaire Allium, je pense que c'était en février dernier, à l'invitation de Hugo. Et puis, on avait constaté en 2019, un essai sur 2 fermes, que, bon, il y avait une certaine uniformité dans mon échalote. Il y avait un goût distinct. Donc, ça valait la peine de reproduire, mais il manquait de vigueur par rapport aux hybrides. Alors là, il y a eu un peu comme une remise en question qui s'est faite. Et puis, pas mal de lectures. Et puis, j'ai décidé, si on peut dire, d'essayer une stratégie d'amélioration de la semence en tant que telle, en améliorant sa qualité, sa production, plutôt que la sélection génétique. La sélection génétique, vu qu'on travaille avec une bisannuelle, on a tout le temps 2 ans pour avoir des résultats. C'est long. Puis je ne savais pas par quel bout commencer. Donc, je me suis dit, en ayant au moins de la meilleure graine, bien, cette graine-là va être capable d'exprimer le potentiel qu'elles ont. Alors, il y a un peu comme un postulat, ça vient des lectures sur la graine de la semence de l'oignon, qu'une plus grosse semence est plus apte généralement est capable de donner plus de semences en tant que telle, mais aussi ça donne un meilleur rendement au champ. Ah. Le fait de pouvoir produire mieux de la semence aussi donne plus de latitude pour un tri sévère de la semence. C'est-à-dire que plus qu'on a de graines, plus qu'on peut en jeter. Parce que quand on n'en a pas beaucoup, ça fait de la peine. Ça a donné un résultat assez rapide, c'est que depuis 2019, il y a eu vraiment une amélioration de notre semence au niveau du taux de germination puis de la vigueur en champ. Lors des présentations l'an passé, il y avait une présentation qui avait été faite aussi au NOFA NY, c'est Northeastern Organic Farming Association, État de New York. Elle a fait une présentation à l'invitation d'Hugo encore. Et puis, il y avait un monsieur qui travaillait chez Fedco, qui était là. Et puis, ils ont il a accepté de faire des tests en champ, puis les tests ont été concluants, non pas seulement comparés aux pollinisations libres, mais aussi à l'hybride Camino. Alors, eux autres ont décidé d'embarquer là-dedans, puis c'est un processus qui est enclenché. Là. Actuellement, au moment où on se parle, probablement que mes bulbes sont en train d'être plantés dans l'État de Washington. Et il va y avoir un premier lot de semences issues de notre lignée.
qui va être récolté cet été. C'est beau ça, faire une stratégie d'amélioration, mais il faut trouver des points de comparaison, il faut se documenter. Et puis, en chantant avec Hugo, justement, on a dit que ce serait intéressant de réaliser un itinéraire de production parce que vu que l'oignon, l'échalote n'est pas bien différente de l'oignon, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique autant pour la production de semences d'oignon que d'échalotes. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements parce que ce n'est pas exactement la même plante. Je te remercie encore, Hugo, de m'avoir embarqué là-dedans. Alors, on va commencer. Je voulais juste, Richard, oui? Je voulais juste dire, les tests qu'ils ont fait chez Fedco, oui, ils étaient concluants, mais en fait, ils étaient extrêmement positifs. C'est-à-dire que la variété d'échalotes françaises Val-au-Vent a eu des rendements, une saveur et une qualité à l'entreposage beaucoup plus supérieure que le reste des variétés à pollinisation libre et des variétés hybrides. Donc, la personne qui a fait les essais a été extrêmement impressionnée par la vigueur de l'échalote. Jean-François, tu avais une question? Et Guylaine? Allô, Guylaine? Oui. En fait, c'était plus un commentaire qu'une question pour Richard. Étant donné que tu auras sûrement la chance de parler de ton échalote, donc le 4e point de forme, une plus grosse semence est plus apte à exploiter le potentiel génétique. En fait, on ne parle pas d'exploitation, on parle d'expression. Donc, la plus grosse semence est plus apte à exprimer son potentiel génétique. J'ai juste un petit peu de difficulté avec la sémantique du mot « exploiter ». Puis, je te suggère fortement d'enlever, en parenthèse, possible amélioration génétique ou possible. Je pense que tu as la confirmation aujourd'hui avec ce que Hugo vient de te donner, de dire il y a eu une amélioration génétique, en fait, de tout le travail que tu as fait. Fait que je pense que tu pourrais enlever ça de ton avant-propos. C'est un petit commentaire. Puis, c'est possible à 2 places. Donc, je l'ai écrit un peu à dernière. C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord. Donc, oui, c'est possible. C'est ça, c'est qu'à force de... Il y a un impact direct, si on peut dire, d'utiliser la grosse semence. Et le fait d'utiliser des gros bulbes va donner tant plus de grosses semences. Puis le fait dans l'aiguille, il y a une forme de sélection qui se fait. C'est un cercle heureux, non pas seulement vicieux. Je vais aller avec l'itinéraire. Vas-y. C'est préliminaire, OK? Puis ça sera toujours préliminaire, ça ne sera jamais fini. Hein? C'est un itinéraire, c'est une proposition, si on peut dire. En fait, on peut parler plus d'une forme de journal de bord de production que j'essaie de structurer, si on peut dire. Alors, ça, c'est basé sur les opérations de la saison passée, 2021. On se base beaucoup sur le temps, les dates, en fait, le nombre de jours après plantation pour l'atteinte de points repères. Ça, c'est un peu comme une approche producteur là-dedans, parce qu'on est toujours stressé avec la maudite question. On est-tu en avance ou en retard? Ça va-tu avoir le temps d'arriver à maturité? Bon, bien là, au moins, il se pose en posant des points repères, on sait où est-ce qu'on est rendu. Donc, ça ne constitue pas une recommandation de production. C'est important, c'est destiné à être bonifié par d'autres observations. Autant moi, chaque année, je vais essayer de le remettre à jour. Je vais peut-être revenir sur mes pas, si on peut dire, pour dédire qu'est-ce que j'aurais dit cette année. Aussi bien que d'autres personnes, si jamais décident de s'investir dans ce processus-là, pourraient le faire, par exemple, sur l'oignon. Je fais un clin d'œil, Jean-François, mais je dois dire que tu as fait un commentaire, c'est Patrice qui a fait le commentaire élogieux, là, tu l'as fait prendre des notes. Il faut dire que moi, je suis en pré-retraite, j'ai le temps. Je ne fais pas 50 sortes de semences. Tout ce que je fais, c'est de l'échalote. J'essaie de faire du poireau, j'essaie de faire de la tomate. Alors, tu sais, c'est 3 à suivre, c'est pas comme 50, 60, 75. Alors, à un moment donné, il y a une limite à tout. Bon, la carte me situe, je pense que vous savez tout. OK, Saint-Valérien, notre contexte, qu'on est 120 jours sans gel.
pense que ça doit ressembler à chez vous, Jean-François, grosso modo. On utilise le tunnel chenille pour devancer la mise en terre, permettre la maturation et la protection des semences. J'ai fait des essais en champ, j'ai fait des essais en tunnel, puis vraiment, là, c'est le jour puis la nuit. En champ, on perd son temps au niveau quantité et qualité de graines. Bon, une petite statistique sur l'échalote. On fait une production de bulbes à semences. Un bulbe peut donner de 3 à 8 ombelles. J'en parlerai un peu plus tard. Pourquoi 3 à 8? En fait, c'est même 3 à 9, 3 à 10. Une ombelle peut porter 225 à 325 fleurs. J'en ai compté quelques-unes, je n'ai pas une moyenne exacte. Et puis, une fleur peut donner jusqu'à 6 semences. En fait, il y a 3 capsules, puis 3 capsules doubles. Mais ça, c'est un potentiel très théorique parce que bien souvent, dans les capsules, des doubles, il y a seulement qu'une graine. On va parler plus de 3 graines par fleur, si on est chanceux de 4. C'est autogame, mais il y a beaucoup plus de vigueur s'il y a une pollinisation croisée, dans le sens qu'une fleur d'échalote tout seul va être capable de donner des graines viables, mais vu que ça va être de l'auto, ça va être autogame, ben, il va manquer de stock génétique dedans. Puis alors, on a intérêt à avoir le plus de pollinisation croisée. C'est ça, que pollinisation croisée va donner des semences plus grosses et possiblement une atteinte de pleine maturité. La saison est vraiment trop courte dans le Bas-Saint-Laurent pour faire des capsules ouvertes en champ. J'ai vu ça parfois sur quelques fleurs, c'est bien rare. Et puis de toute façon, au moment où les fleurs ouvrent, ben, il se met à venter, les temps de cochon au mois de septembre, ça casse, ça tombe à terre, tout peut arriver. Puis quand tu n'as pas beaucoup de graines, tu auras même la tentation de ramasser une fleur qui tombait à terre. Donc, celle-là peut avoir été contaminée par quelque chose qui était dans le sol. Donc, on a moins le côté assainissant de la semence. Alors, vivre les tunnels là-dessus, c'est pas excessif. Maintenant, les points repères. Là, je vous fais juste les montrer, les points repères. Et après ça, on va les passer un par un. Ça va donner quelques observations. On ira, je vais aller assez rapidement. Puis après ça, on va parler de statistiques, de résultats, d'évaluation des semences. Alors, les points repères, moi, je travaille tout le temps avec JAP, c'est jour après plantation. Alors, les points repères, on va parler de pré-enracinement des bulbes, de plantation, débourrement, sortie des hampes florales, décoiffement des ombelles, sortie des étamines, noison, ouverture des capsules et récolte. J'ai mis des jappes pour extraction 1 et 2, mais ça, c'est des... on est vraiment un peu comme sorti de la production à ce moment-là. J'ai mis une petite colonne. J'ai les dates de début et d'accomplissement dans la colonne centrale. Et j'ai mis aussi des petits chiffres que j'ai rajoutés. C'est le nombre de jours d'une étape à l'autre. On peut dire que de plantation au débourrement, on a de 5 à 19 jours. Ça va. Et puis, du début du débourement jusqu'au début de la sortie des hampes florales, on parle de 20 jours. Et, bon, tout le monde est capable de lire. On voit qu'il y a 31 jours de sortie des hampes florales jusqu'au décoiffement, 17. Alors, on s'aperçoit que ça nous permet, ce genre de chiffre-là, c'est pas très précis, hein? Je dois dire que moi, j'ai fait normalement, au début, je visitais 2 fois par semaine, puis à un moment donné, j'ai visité 1 fois par semaine. Donc là, il y a une marge d'erreur. Il ne faut pas penser à la journée proche, mais on est à la semaine proche, probablement à la demi-semaine. Ça, je vais aller bien vite parce que c'est à la fin, pour pouvoir évaluer qu'est-ce qu'on fait, on va faire des tris de semences pour la mesure de la qualité. Et puis, nos outils, c'est un tamis qui sert pour rincer les légumes.
Je me suis amusé avec une loupe pour mesurer la grosseur des mailles. J'en ai trouvé un de 1,65. C'est intéressant. J'essaie d'en trouver un à 1,7. Ça n'existe pas. On trouve vraiment des petites différences. Et puis, j'ai aussi trouvé un tamis 2 mm. En fait, ça sert pour trier les semences à gazon. Si jamais quelqu'un en veut, j'en ai encore pas mal chez moi, que j'ai monté sur une caisse de mandarine. Avec ces deux tamis-là, ça va bien. Puis, j'ai fait quatre dates, excusez-moi, d'extraction de semences, plus 2 classes de calibre. Alors, à la fin, on va voir les résultats pour 8 taux, 8 lots de semences différents. Je vais revenir sur la question de l'évaluation des semences. Ce que j'avais mis ça au début, puis c'est pas fameux. Matériel de plantation. Je fais partie, c'est la production de 2020 à partir des semences de 2019. Les semences 2019, il y avait un bon calibre, 251 semences au gramme, germination 95. C'est à peu près dans la catégorie des 20% plus gros. Il y a eu à peu près une survie à l'entreposage de 148 sur 168. C'est-à-dire que j'ai perdu à peu près 85% de survie à l'entreposage. Sauf qu'en séparant les subulbes, parce que l'échalote, comment dire, c'est naturel qu'elle a toujours 2, 3, 4 sous-bulbes. C'est pas comme l'oignon où l'oignon, on essaie d'avoir des monobulbes. L'échalote, si on a des échalotes monobulbes, ça veut dire qu'il y a pas mal de génétique d'oignon dedans. C'est pas nécessairement une bonne chose à conserver. Alors moi, j'ai séparé les sous-bulbes qui étaient sains, parce que parfois, dans une échalote, un des problèmes de conservation, c'est qu'on va avoir 3 sous-bulbes, et puis il y en a un qui va pourrir. Un instant. Alors, je vais montrer ça à la photo, devant la caméra. On voit une échalote. On s'aperçoit qu'il y a la division d'un des sous-bulbes. On peut même les séparer comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, on va tomber jour après plantation, -3. Je fais le pré-enracinement des bulbes. Quand on plante directement en sol frais, la levée peut prendre un 10, 12, 15 jours avant que les feuilles émergent, parce que là, on tombe dans le sol frais. Les bulbes sont parfois un peu dormants. Tandis qu'en mettant dans le terreau chaud, pas trop longtemps, c'est 2, 3 jours, pas plus. Les racines sortent tout de suite. Les bulbes, ils ont tendance même à enfler un peu et les tuniques vont craquer. Ça peut même permettre de distinguer d'autres sous-bulbes puis de voir parfois. Parfois, ce que je voulais expliquer en montrant l'échalote tantôt, c'est que parfois, parmi les 3 sous-bulbes, il y en a un qui va avoir une pourriture. Alors, ça va à peine de l'enlever. Alors, on fait la pré-germination, tout simplement. On voit que les bulbes sont tout collés. Ça, c'est les plateaux qu'on met en dessous des plateaux à semis. 11 pouces par 22 pouces. Quand ça germe là-dedans, là, l'échalote sort de terre. Là, on maintient ça humide. Pas besoin d'être quelque chose de riche. L'important, c'est un substrat humide. Alors, c'est le fun. On arrive à la plantation. Bon, je donne des statistiques sur le précédent et tout ça. C'est tant bon à enregistrer. J'ai pris attention de mettre du bord parce que selon mes lectures, le bord est assez important pour la fabrication de fleurs saines et assez grosses. Et ça, c'est un document en Égypte, quand ils font de la semence d'oignon. Ils proposaient justement de faire du foliaire. Alors, je ne sais pas si vous surveillez ça. C'est pas tellement long à faire. On fait une application au sol, puis on n'y pense plus. Puis les sols québécois sont tous carencés en bord de toute façon.
Bon, c'est un pays plastique, installer tout ça. Et puis, dans le modèle de plantation, Ah, il y a un retour de son. Hein. Excusez-moi. Ça va le son? Oui. Hugo, ça... OK, j'ai eu un peu comme un retour de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, que j'ai planté, c'est au 11 pouces, 2 rangs, 3 gouttes à gouttes, 11 pouces sur le rang. Et à chaque 11 plants, le 12e plant, c'est un plant de marigold. J'ai installé ça pour attirer les pollinisateurs au cas qu'il y en ait passé. Vous pouvez remarquer une petite chose, là, on est très tôt, c'est exceptionnellement tôt. On a eu un printemps très actif qui nous a permis de monter la structure. Je pense qu'on était au 7-8 avril. Alors, moi, j'ai installé le pays, j'ai fourché, j'ai installé le pays, ainsi de suite. J'ai tout planté, j'étais bien heureux, sauf que je peux regarder à droite. Ça, c'est une chenille avec une armature de conduit électrique, un demi-pouce. Hein? Ce n'est pas la plus forte des chenilles. Alors, on peut voir la neige qui est sur le côté. On va voir un peu comment c'était. Je pense que ça faisait une semaine, les échalotes étaient mis en terre. J'avais à peu près un bon 15-20 cm sur le tunnel. Heureusement que ça tombait égal. Comme ça aurait complètement effoiré. Il a fallu que je désherbe ça, de déneiger à la main. OK, jour 5 à 19. À partir du 5e jour, regardez, on voit déjà qu'elle a percé des bulbes. Ça a été très rapide, hein? On met le bulbe en terre, puis tout de suite, ça s'enracine. Il ne faut pas essayer de, pas de s'en passer, un petit commentaire de, faut se timer là-dedans, c'est que, comment dire, aussitôt que ça s'enracine, on dirait que l'énergie s'en va vers la sortie des feuilles. Ça ne fait pas comme l'ail s'enraciner pendant un mois pépère, puis après ça, commencer à sortir un petit germe. Là. Tu sais, on dirait qu'une réallocation très rapide des ressources. Sauf que si tu pré-enracines trop tôt, ben à ce moment-là, il va nous dépendre de racines, il va avoir tendance même à vouloir commencer à germer avant que les racines soient vraiment établies dans le sol nourricier. Alors moi, j'ai l'impression qu'il faut juste un peu comme pré-enraciner, assez pour réveiller de la dormance d'assal. J'avais déjà essayé en champ les plants que j'avais fait pré-enraciner pendant 2 semaines, 3 semaines. Ça a été, les plants ont été carencés, n'ont jamais été capables de vraiment bien se enraciner à ce moment-là parce que plutôt qu'avoir l'énergie d'enracinement, si on peut dire, était tout de suite dissipée dans la formation des feuilles. Bon, on peut regarder les photos, jour après plantation 5, 14, 19. 19, à peu près tout le monde avait sorti. Tout ce qui avait à sortir a sorti. On s'aperçoit qu'il y a un des 2 rangs qui a sorti beaucoup plus lentement. Le rang qui est sur le bord du bois, le rang nord, possiblement que le sol était moins réchauffé au centre du tunnel. C'est vraiment une question de chaleur, selon moi, parce qu'il n'y a rien qui est passé. Les plants sont pas assez hauts pour parler d'ombre. Soit dit en passant, le retard qu'on voit va nous accompagner tout le reste de la saison. Deuxième point de repère, sortie des hampes florales. À partir du jour 25, la sortie, ça s'est étalé sur 24 jours. Un peu plus de décalage que pour la sortie du feuillage. Il faut dire qu'un plant, un bulbe va contenir plusieurs bourgeons, si on peut dire, puis on dirait que le bourgeon, il y a un bourgeon qui sort en premier, après ça un deuxième, puis un troisième. Alors, on ne peut pas dire que les 3 hampes ou 4 hampes d'un bulbe d'échalote vont sortir en même temps. Il y a déjà un décalage au niveau du bulbe. À ça s'ajoute le décalage en raison des 2 rangs. J'ai remarqué qu'il y avait justement quelques plants malades, mal enracinés, peut-être déjà porteurs de quelque chose, fusarium. Jean-François?
je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus. Excuse, Richard, Guylaine a me posé une question concernant la consommation des échalotes. Est-ce que tu peux juste reprendre? Je suis vraiment désolé. OK, ça va. Je m'excuse. Bon, en fait, j'ai eu un peu Richard, de perte. Oui. En fait, je pense que ta question, c'était spécifiquement par rapport aux individus jaunes, c'est ça, qui posent Oui, signe de faiblesse. on voit la photo jaune, là, OK. Bon. C'est ça, parce qu'on a eu quelques individus qui semblaient stériles, et puis il y en a d'autres aussi que j'ai enlevés dans une question de faiblesse. Ouais. Je pense, Moi, je pense que c'est du fusarium, mais oui. Ben, habituellement, c'est ça. Moi, quand je les vois à ce stade-là, je les arrache tous. Habituellement, les racines ne se développent pas en dessous. Puis, effectivement, fusarium ou botrytis, en fait, là, c'est les racines qui se sont très mal développées la plupart du temps à ce stade-là. Pour une raison, on ne sait pas laquelle. Écoute. Planté sur une roche. Ou bien débourré trop tôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui est en mesure de confirmer si l'individu jaune, c'est du botrytis ou du fusarium? Pardon? Je demandais s'il y avait quelqu'un dans la salle qui savait, qui pouvait répondre à ta question, à savoir si c'était du botrytis ou du fusarium. Mais si ce n'est pas le cas, on va continuer, Richard. OK. Regardez, le relevé que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé de 3 à 9 hampes par planton. Et puis, malheureusement, je n'ai pas fait de relevé bien précis, mais généralement, plus qu'un plant avait de un bulbe avait de sous-bulbes apparents, c'est chacun est capable d'en faire 3 ou 4. Alors, un planton avec 9, probablement qui était composé de 2 ou 3 sous-bulbes au moment de la plantation. Et, je vais en parler tout de suite, je vais devancer. J'ai remarqué que j'avais des plantes qui produisaient beaucoup de fleurs, des petites fleurs, et puis des plantes qui produisaient moins de fleurs, mais des plus grosses fleurs. Je soupçonne, j'ai lu là-dessus, c'est que l'échalote française, à partir du moment où le bulbe commence à se séparer, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un individu, c'est rendu 2 individus distincts. Et le fait de planter un bulbe avec trop de sous-bulbes, ici, on voit qu'il y a au moins 2 gros sous-bulbes, il y a peut-être un autre. Le fait de planter ça comme ça, c'est un peu comme si on en plante 2 collés l'un à l'autre. Et à ce moment-là, il y a une compétition qui s'exerce, qui fait que les fleurs, chaque sous-bulbe a moins de ressources, donc va produire moins de grosses hampes. OK. Mais ça, je n'ai pas d'observation formelle, mais je compte le faire cette année. Le décoiffement des ombelles. En passant, rendu au jour après plantation 53, là, il faut que j'installe les cordes. Les poteaux 8 pieds, et puis des cordes de 12 pouces, à chaque 12 pouces, pour empêcher que ça bascule. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de cordage, les oignons, là, ça vient de fouillis. Sortie des étamines, 73 jours 73 à 105. C'est 18 jours après le début du décloisement des ombelles. Ça commence, comme pour l'oignon, ça commence à partir du haut. Est-ce qu'on voit la souris? Mon pointeur? Oui? Oui. OK. Alors, dans la photo centrale, ça commence du haut, puis après ça, ça descend tranquillement. Les dernières à ouvrir vont être dans le bas. Étrangement, mes marigolds ils ont été peu ou pas visités par les insectes. C'est normalement la plante attractive pour les œillets là, que j'avais planté dans mon rang d'échalotes.
Ils n'ont pas attiré les insectes. Je n'ai pas vu d'insectes dedans pratiquement jamais. Pourtant, là, j'en avais ces fleurs d'échalote. Ce que j'ai eu beaucoup, c'est des mouches domestiques ou quelque chose qui ressemble, des guêpes, des mini-guêpes. L'an passé, ça a été particulier parce que d'habitude, j'ai une éclosion de hespérides. Il y a un petit papillon qui est entre le jour et la nuit, un petit papillon brun. Ça pollinise, c'est différent, ça se promène d'une fleur à l'autre, ça n'arrête pas. Des fois, il aurait pu avoir un millier. Puis, cette année, il n'y en avait pas. Question de climat, de cycle, on ne le sait pas. On arrive, jour après plantation, 83 jusqu'à 105. Le début de la nouaison. Commencer dans le même ordre que la sortie des étamines, finalement, du haut vers le bas. C'est 3 photos à dates différentes. On arrive au stade complété, où on ne voit plus de traces d'étamines. C'est à ce moment-là que j'ai compté le nombre de fleurs qu'il peut avoir par ombelle. À partir de 33 jours à partir de la nouaison, j'ai vu les premières capsules ouvrir. Au jour après plantation, à peu près 126, numéro 126, à peu près 20 des fleurs qui en présentent. Puis 2 jours plus tard, je commençais à voir la chute des semences. Alors là, j'ai commencé à faire les récoltes. J'ai pensé récolter en 3 fois. Finalement, j'ai récolté la première récolte que j'ai faite. J'ai ramassé toutes les fleurs qui présentaient des capsules ouvertes, mais j'ai aussi cueilli, les fleurs dont la tige avait commencé à blanchir, à sécher, ou des tiges qui avaient cassé sur leur propre poids parce qu'on savait que ça ne servait à rien de les laisser là. Mais je pensais attendre un peu plus longtemps, puis une semaine après, je commençais à avoir de la graine à terre, là, pas mal, dans les fleurs que je n'avais pas récoltées, puis là, j'ai commencé tout le reste. Donc, j'ai procédé en 2 récoltes. J'ai récolté ça à main, probablement de la même façon que vous faites chez vous, Jean-François, c'est-à-dire que je coupe, je prends le but, je bascule, puis là, je mets dans un bac. Parce que sans ça, puis je secoue la main parce que tu as les graines dans la main. Je n'ai pas dénombré le nombre de graines qui avaient tombé. Pour le séchage. Richard? Oui. Avant qu'on parte dans le post-récolte et le conditionnement, je voulais juste donner l'occasion à Jean-François, Antoine, Patrice et Marie-Claude. Bienvenue Marie-Claude. Si vous aviez des commentaires avec les étapes finalement les stades phénologiques de l'échalote de Richard. Sinon, on va continuer. Moi, il me semble qu'il n'y avait pas eu des essais, Richard, sur les densités de plantation une autre année, comme tu n'avais pas fait des tests de plantation plus proches les unes des autres, ou c'est toujours à 30 cm environ? Je n'ai pas fait de test. Non? J'ai fait pas mal d'études de densité, mais ça a été dans le poivron et C'était dans la poivron. culture de la tomate, Okay. Mais je ne l'ai pas fait dans l'échalote. En fait, ça aurait pu être intéressant. On ne sait jamais si c'est trop proche, pas assez proche. Il y a question d'économiser l'espace, et en même temps s'assurer que chaque individu ait l'espace qui lui revient. Et, malheureusement, faire des tests, ça prend des répétitions. Il faut comparer, mesurer, comparer, et ainsi de suite. C'est quand même assez lourd. Alors, je ne me suis pas investi là-dedans. Ça pourrait être intéressant. Donc là, tu plantes à 1 pied de distance, c'est ça? Oui, c'était 11 pouces. 11 pouces, oui. Oui, et chaque 12e plan étant occupé par un plan Marigold. Je pense que juste pour le fun, pendant la discussion, je vais mettre un fond d'écran. C'est
Juste pour dire que c'est quelque chose à ne pas faire. Nous, à l'Écoumène, au cours des dernières années, on a toujours rapetissé l'espace, puis on est rendu à 6 pouces, en fait, entre nos oignons. Ah oui. Dans le but d'optimiser, effectivement. Puis, il y a une autre raison aussi, c'est que les cordages, nous, on a laissé tomber. On a remplacé ça par des treillis qui sont utilisés quand on coule des dalles de béton. Donc, c'est des panneaux de... Normalement, ça vient en 4 pieds par 8 pieds. Puis moi, je les ai taillés. J'en ai enlevé une section pour qu'ils fassent la largeur de la planche, donc approximativement 24. Ou attends un petit peu. Ben, je pense que c'est 6 carreaux. En tout cas, bref, ça donne à peu près 30 pouces de large. Donc, mais chaque carreau sont au 6 pouces. Puis au début, on sautait un carreau sur 2. Puis finalement, on est arrivé à la conclusion que l'oignon, en fait, les hampes florales se développaient très bien. Il y avait peu de risque de contamination au niveau des pathogènes. Donc, on est rendu au 6 pouces parce que ces supports-là, ils sont mobiles aussi en hauteur. En tout cas, bref, je vous montrerai un jour le dispositif, mais ça optimise vraiment l'espace. Moi, je ferais la même chose, en fait, à l'Écoumène pour tes échalotes. Là. Je pense que quand je regarde, il y a peut-être plus de tiges florales, mais je pense que ça pourrait convenir. J'ai toujours rêvé, Jean-François, de poser un treillis horizontal parce que je trouve que les cordes latérales, c'est pas parfait. Il y a tout le temps des basculements dans un sens. Exact. J'ai ça. Et malheureusement, je n'ai jamais pris le temps de bien le faire. Bravo. Puis, tu sais, si je peux me permettre, parce que je veux partager ça, nous, on a réussi, en fait, avec des outils simples, entre autres, des connecteurs pour les fils de chevaux, pour les packages des fils électriques. C'est des connecteurs jaunes qu'on enfile dans une rode d'acier, puis on peut ajuster, puis on se sert, en fait, de l'insertice où on mettrait le fil électrique pour venir insérer le grillage qui est une mèche. Donc, c'est un dispositif simple qui dure des années de temps. Et puis, bref, je partage ça avec vous parce que c'est vraiment ça qui est le plus optimal pour les distances. Puis, comme structure aussi, c'est très solide. Étant donné que c'est tous des carreaux de 6 pouces par 6 pouces, fait que même latéralement, tout ça tient très bien. Ouais. Merci Jean-François, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Ouais. Faudra que tu nous envoies des photos pour qu'on puisse vraiment voir ça avec nos yeux. Oui, effectivement, je vais vous partager ça. Ouais. Et Richard, là, tu voulais partager cette photo qui n'était pas dans ta présentation originale? C'est ça, mais vous la voyez à l'écran, je pense? Oui. Ah, c'est ça. Je vais la réduire un tout petit peu, peut-être à 25 un plant sur 12 de Marigold, c'est trop. Je vais vous dire que bien souvent, j'ai eu de la misère à trouver mes fleurs en dessous des Marigold. Ça, c'est une photo qui est prise au 13 du mois d'août. Les fleurs sont pas mal toutes nouées. Et puis, je n'ai pas encore vu un insecte dessus. Je n'ai pas vu un insecte sur les fleurs de Marigold. On va augmenter, on va s'apercevoir qu'elles sont bien vierges. C'est vraiment rien qu'au mois de septembre, au moment de la récolte, j'ai commencé à avoir des insectes. Donc, j'ai commencé à avoir des insectes. Je veux dire, c'était bien cute. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la compétition entre ces plants-là, puis les plants d'échalotes qui étaient à côté. Et puis, ça a gêné un peu ma récolte aussi. Je vais me remettre. Des fois, à force de trop bien faire, de vouloir bien faire, on fait mal. Là, il faut que tu repartages ton écran et que tu resélectionnes ta fenêtre. Exactement. Un système de ressources faibles peut affecter votre qualité audio. On t'entend toujours bien, puis là, on voit ta présentation. Donc, c'est moins que c'est au niveau de l'audition, mais ce n'est pas grave. Alors, l'ouverture des capsules et récoltes, on était rendu là
comment je récoltais. On était rendu à l'extraction 1 et 2. Moi, j'aurais une petite question sur avant qu'on passe à l'extraction. Ouais. Sur les apports en bord, j'aurais voulu savoir si, au fil des années, tu avais pu voir une différence et, qui appuyait le fait que ça apportait vraiment quelque chose sur ta production au niveau du bord. Ah, je n'ai pas fait de test comparatif. Ouais. Okay. Alors, cette année, c'est la première fois que je m'en souciais. Ah, OK. Je vais préciser aussi, c'est la première fois aussi que j'utilisais un paillis plastique pour réchauffer le sol, pour avoir un démarrage plus rapide. Mais je n'ai pas fait de test l'an passé avec ou sans bord. Je n'ai pas fait de test cette année avec ou sans paillis plastique. Malheureusement, c'est souvent les essais, quand on essaie quelque chose, notre intuition nous mène quelque part, mais on n'a pas le goût d'utiliser une stratégie que l'intuition nous dit que ça va être moins intéressant. C'est plate. C'est plate pour la connaissance, si on veut dire. Est-ce que ça va? Ça répond à ta question? Oui, c'est bon, merci. C'est vraiment sur une base de littérature. L'extraction, ce que je fais, c'est que les deux extractions, on va référer à ça, extraction 1 et extraction 2. Excusez-moi, non. Oubliez ce que je viens de dire, il est complètement déparlé. À chaque récolte, j'ai ramassé les hampes. On s'aperçoit que j'ai tout le temps gardé une certaine longueur de hampes parce que je suspecte qu'il y a quand même une certaine quantité d'énergie qui est encore présente à l'intérieur, qui peut circuler, aller jusqu'aux fleurs en tant que telles. Dans la littérature, on parle surtout, c'est important de garder les pétioles attachés au centre, au niveau de la fleur. Parce que ça a été documenté comme quoi il y a un transfert d'énergie entre le milieu de la fleur et les petites fleurs, entre le milieu de l'ombelle et les petites fleurs. C'est la boule. Il y a les pédoncules, puis après ça, le hampe. À cet endroit-là, c'est critique, ça a été documenté. Moi, je pense qu'il y a de quoi qui vient aussi encore de l'hampe. Mais ça, ce n'est pas documenté. Alors, j'ai installé dans un bac, c'est seulement que j'ai doublé avec un moustiquaire de tente. C'est un bac à jouer. Et puis, j'avais un ventilateur qui était disposé à côté. On ne le voit pas sur la photo. Et puis après, à chaque fois que je passais à côté, ça faisait tous les jours, 2 jours, 3 jours, je remuais ça un peu pour éviter qu'il y ait des poches d'humidité. J'avais 2 chariots comme ça. Sur la photo, on en voit un. Et puis, au JAP 153, c'est-à-dire environ c'est une trentaine de jours après la première récolte. Là, j'ai pris un peu. Au JAP 152, j'ai enlevé toutes les hampes parce qu'elles étaient toutes bien blanches. Je savais qu'il n'y avait plus de jus qui allait aller vers les fleurs. Et puis, le lendemain, j'ai tellement... tout ça, ça a pris moins de volume et j'ai tout transféré les fleurs d'un bac à l'autre. Et puis, j'ai recueilli sur le moustiquaire les graines qui avaient chuté naturellement. C'est resté, ça c'est au JAP, jour après plantation, 153. Puis une semaine plus tard, j'ai procédé encore de la même façon, mais du deuxième bac vers le premier pour ramasser un autre lot de graines, l'extraction 2. Est-ce que ça va? Oui. OK. Le reste des ombelles, j'ai mis ça dans un Rubbermaid parce que je savais qu'il n'y avait plus de graines mûres, puis je voulais qu'ils continuent à mûrir, qu'ils sont plus à se développer. Quand j'ai fait ce transfert-là, en regardant les fleurs, on aurait dit que toutes les capsules étaient ouvertes, mais ça a été assez surprenant. J'avais encore 19% des graines qui étaient récupérables. Et est-ce que tu les as récupérées, les 19%, ou est-ce que tu les abandonnes? Pardon? Est-ce que les
les 20% de semences à récupérer, est-ce que tu les récupères ou est-ce que tu les abandonnes? Ça va être l'extraction 3 puis la friction. OK. J'en parle plus loin. Soit dit en passant, cette année, c'est la première année que j'avais des graines qui chutaient naturellement. Et toutes les années précédentes, j'ai tout le temps fonctionné en accrochant les hampes, en laissant sécher longtemps au-dessus d'un gras. Il y avait un peu de graines qui tombaient, mais on peut dire que 90% des graines que je ramassais, c'était par la friction des ombelles. Alors là, je suis tombé un peu comme dans le nouveau. Et puis, ça se peut que je fasse une grosse erreur. C'est que quand j'ai ramassé mes semences, les 2 premières extractions, j'ai installé ça dans des sacs de papier. Ça semblait bien sec. Et puis, à un moment donné, en ouvrant le sac, je me suis aperçu qu'il y avait des graines qui avaient germé. Plusieurs graines. On voyait vraiment le petit fil blanc qui sortait de la graine. Je ne sais pas si ça s'est produit dans le sac, si ça s'est produit dans le chariot. Je ne sais pas. J'ai fait une autre extraction. Les fleurs qui étaient tombées, qui étaient entreposées pendant un bon bout de temps dans le Rubbermaid, celles qui restaient, qui ont survécu à l'extraction 1-2, celles, j'en avais mis dans le Rubbermaid. Là, j'ai ramassé les graines qui étaient dans le fond. Et puis, j'avais beaucoup plus de graines germées à ce moment-là. Alors là, moi, il faut que je revoie ma stratégie là-dessus. Il faut dire qu'auparavant, moi, je ramassais tout le temps des fleurs, des ombelles immatures. J'essayais d'avoir une maturation post-récolte en les accrochant, en les faisant sécher le plus lentement possible. Maintenant, je suis capable d'avoir des graines à peu près matures. Il faudrait que j'aie une stratégie différente, c'est de les faire sécher au plus maudit. Par contre, à part de l'extraction 3, ça n'a pas affecté les qualités de semences, même si je n'ai pas enlevé les graines. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je serais curieux Oui. Je serais curieux de savoir si Jean-François ou d'autres ont eu de l'expérience avec des germinations précoces dans leur lot de post-récolte de semences. Jean-François, est-ce que ça J'ai vous... déjà, Ouais. c'est déjà arrivé, effectivement. Puis moi, mon hypothèse, c'est en lien avec ce que tu dis, c'est les bacs. Maintenant, on ne conserve plus les récoltes dans les bacs. Aussitôt qu'ils sortent du champ, nous, on réutilise nos installations où on part nos semis au printemps. C'est des tables grillagées avec des mailles d'à peu près 1 pouce par 1 pouce. Donc, c'est très bien ventilé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on déroule un moustiquaire de 48 pouces de large. On y met des petits rebords et puis on étale, aussitôt qu'on arrive du champ, on étale tous les hampes florales sur les tables. Donc, puis s'il y avait un peu d'humidité, parfois, on rajoute un ventilateur. C'est le vent qui permet d'éliminer, puis on le fait très rapidement. Puis, j'ai jamais eu d'autres semences, en fait, qui ont germé entre-temps. Moi, je pense que c'était les bacs. Il suffit qu'il y ait un peu d'humidité qui pourrait occasionner ça. Jean-François, c'est exactement ce que je compte faire cette année. En fait, quand j'ai dit, je n'ai pas voulu tout lire ma diapo, là, mais c'est ça qui disait que pour éviter le problème, c'est vraiment sécher avec les hampes ombelles bien étalées. Puis là, je vais installer un autre casier en dessous et un étage distinct avec le moustiquaire. Comme ça, il y a du jour, puis avec un ventilateur en dessous. Comme ça, il n'y aura pas de poche. On travaille aussi avec les clés, en fait, des clés là, qu'on avait, le modèle qui vient de chez iMowing, là, je pense que c'est 24 pouces de large par 36 pouces avec un 2 par 4, puis on met les grillages dans le fond, on peut remettre un moustiquaire. Ça aussi, ça se manipule très bien selon les volumes qu'on a effectivement, là. Mais c'est un clé qui est bien adapté avec leur barre là, de un 2 par 4. Comme ça, ils sont enveloppés dans les plantiers secs. C'est beau, ouais. Je vais poursuivre. Est-ce que ça va, Oui? Allons-y. Alors, on arrive, j'ai fait une 3e extraction, celle qui était dans le fond du bac Rubbermaid.
Là, eux autres, ils avaient vraiment plus de graines prégermées, mais ça, j'en parlerai plus, sauf à un endroit. Et puis, le restant, qui n'a pas toncheté normalement, d'extraction de poids, j'ai procédé par friction. C'est assez long. Frotter, puis après ça, refrotter les morceaux qui restent, un pré-thermiseur. Puis après ça, là, je fais un tri par flottaison, mais ça, c'est assez standard. J'ai donné les mesures. Le broyat qui est obtenu par issu de frottement, je prends à peu près 5 litres de broyat dans un 16 litres d'eau. Et puis, les semences des extractions qui avaient chuté naturellement, vu qu'ils sont à peu près propres, si on peut dire, je marche avec 200 grammes, 400 millilitres par 2 litres. J'utilise l'eau est dure chez moi, c'est en passant. Pourquoi j'en parle? L'eau qui est dure est plus dense que l'eau qui n'est pas dure. Donc, peut-être ça augmente un peu, ça donne un peu plus d'efficacité au tri par flottaison. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par l'eau est dure? Mais c'est qu'on de l'eau qui est dure, le total de salt, la somme des sels dissous dans l'eau est assez élevée, 325 ppm. Ça veut dire que c'est de l'eau, 1 litre de cette eau-là va peut-être peser 1 litre et 5 ou 6 grammes. Tandis que l'eau distillée va peser excusez-moi, c'est ça, 1 litre d'eau distillée, elle va peser le kilo, parce que ça, c'est l'étalon universel. En fait, j'ai fait des petits tests un peu comme pour essayer de refiltrer les lots de graines en mettant du sel dans l'eau, une solution 10 de sel. Je ne suis pas encore arrivé avec des bons résultats, dans le sens où j'ai été capable d'enlever des mauvaises graines, mais je n'ai pas été capable de garder les bonnes graines. Puis, en tout cas, les résultats sont... J'ai de la recherche à faire. Je pense que le fait, même un trempage rampel dans le sel rapide, dans l'eau salée assez rapide, c'est genre 30 secondes, je pense que c'est assez pour affecter la qualité de la germination. Il faudrait faire des tests avec de l'eau sucrée. C'est une autre façon d'avoir une solution aqueuse plus dense. Il y a peut-être de la recherche à faire des fois qu'on veut, si on a un mauvais lot de graines, on va enlever le 20-30 de mauvaises graines, de faire une flottaison avec une eau plus dense. En tout cas, c'est une piste. Je lâche ça, là, des fois, quand on a beaucoup de temps libre. OK. J'ai procédé 2 tamis. Tamis 1,65 mm est très efficace. Ça enlève les poussières, les très, très petits semences. Tamis 2 mm a permis de distinguer 2 silos. L'eau moyen, qui était revenu par 165, mais qui a passé au travers de 2. Et puis, le lot gros, le calibre, la grosse semence était grosse cette année, 234 semences au gramme. Le calibre des hybrides du marché, c'est 248 à 276. Là, je commence les tests de germination que j'ai fait ça aussi que les graines étaient triées parce que là, c'était déjà bien sec. Puis, je les ai repris un mois plus tard. On va arriver au résultat. Ça va? Okay. On peut regarder le poids brut que j'ai récolté. Dans la première colonne, extraction 1, extraction 2, extraction 3, ça c'est le fond du bac Rubbermaid, la friction manuelle, le grand total. Les quantités sont exprimées en grammes, non pas en kilos. On s'aperçoit que peu importe le mode d'extraction ou de friction, le pourcentage qu'ils ont calé, c'est à peu près pareil, 90 à 92 %. Et puis, le résultat des tamisages, assez intéressant par exemple, c'est que l'extraction 1, la première extraction m'a donné
la plus grosse quantité de semences. On dit que sur 1762 grammes, ben, il y avait 1168 d'extraction 1, 267 d'extraction 2, l'extraction 3, 139, ça commence à être petit. 186, c'est quand même relativement petit. Et ceux-là, Hugo, tu m'as demandé si j'avais récupéré. Bon, ils sont là ici. Je vois, À merci. deux ensemble, ça fait quand même 300 grammes sur le 1762. Bon, ça va être à peine frotter, 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 je ne suis pas sûr. Des fois, c'est peut-être mieux de faire un peu plus, de planter un peu plus de bulles pour avoir plus d'efficacité. Pas mal plus d'efficacité, en fait. Et surtout, caractérisons les lots maintenant, c'est que l'extraction 1 a plus de grosses graines que de moyennes graines. 600 versus 569, 599 versus 569. Dans les extractions suivantes, extraction 2, ça passe 114 versus 153. Et puis, plus on avance dans le temps, plus la proportion des grosses graines diminue. Donc, c'est ça. Alors, si on recherche la grosse qualité, ben là, essayer de vraiment amener nos ombelles à maturité pour avoir un maximum de semences qui tombent de l'extraction 1. C'est vraiment ça qui est très intéressant. J'ai soumis ces lots-là à des tests de germination. Alors ici, on a toujours à gauche, on s'appelle les lignes décrivent en fin de compte les lots. Extraction 1, moyen et gros. Extraction 2, moyen et gros, ainsi de suite, jusqu'à friction, moyen et gros. J'ai les statistiques combinées de total de lot moyen, total de lot gros. D'un test à l'autre, ben, ça quand même assez très bien. Il y a juste, dans le premier test, il y a eu il y a quelques lots qui n'ont pas atteint 90 %. Extraction 2M, extraction 3G, friction M. Quand je dis M, c'est pour moyen, là. Pour les calibres, peu importe l'extraction, le résultat du tamisage, c'est pas mal régulier. 234 grammes, 234, 233, 235 pour les grosses graines, peu importe l'extraction. Pour les moyennes graines, c'est quand même tout dans le même ordre de grandeur, entre 275 et 286 semences au gramme. C'est quand même un beau calibre. Les résultats du deuxième test ont été meilleurs, un mois après récolte, probablement comme une légère maturation pour cette récolte. On s'aperçoit qu'extraction 1G m'a donné des bons scores, 99 %, ça ne m'était jamais arrivé. Ça a été... il y avait 2 tests pour cela, vu que le lot, il y avait beaucoup de graines. L'extraction 2G aussi donné 99 %. Alors, ces deux-là, c'est... on le fait en affaire. Extraction 3, il y a eu un peu comme quelque chose qui s'est inversé. 84 pour les moyennes, 94 pour les grosses, tandis que les grosses avaient moins germé que les moyennes dans le premier test. C'est un lot douteux. C'est dans ce lot-là que j'avais trouvé beaucoup de graines pré-germées. C'est dans ce lot-là que j'avais trouvé le plus. Mais dans friction, ça a été très bon. Les grosses graines de friction, c'est à 98. On peut comparer les lots aussi selon la vitesse de germination. Puis là, c'est une colonne que j'ai installée. J'ai mis en deux. On peut regarder seulement que la dernière, le nombre de jours pour atteindre 90 % de germination. C'est un indicateur. Dans l'extraction 1, il n'y a pas beaucoup de différence entre le gros et le moyen.
Dans l'extraction 2, par exemple, ça a pris 8 jours pour pogner 90 pour les graines moyennes, 5 jours seulement pour les grosses graines. Ah, excusez-moi, ça sonne ailleurs. Non, est-ce que vous l'entendez, le téléphone? Oui, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Je vais fermer la porte, ça va me prendre 15 secondes. Bon, j'espère que vous arrivez toujours à suivre les détails techniques et des résultats de Richard. Ben oui, tout à fait. Terminé. Pardon. Pas de souci, Richard. Pas de souci. Alors, je suis revenu. Alors, regardez tout ce tableau-là. Ça vous donne une idée de l'exercice que je fais. Dans la vraie vie, bien, ça m'a permis, par exemple, quand je veux vendre la semence, le lot d'extraction 3M, là, lui, il était douteux. J'ai mis de côté. Le lot friction M, j'ai mis de côté aussi. Je l'entrepose parce que je sais des fois, avec l'entreposage, des fois, je vais être capable de gagner quelques points de germination. Et j'ai utilisé extraction 1G comme sortie, comme semence souche, parce que là, j'ai vraiment ma qualité numéro 1. Après ça, une fois que j'ai isolé ces graines-là, je m'en suis gardé un peu pour moi. Et puis, tout le reste, tout ce qui me restait de l'eau de grosses graines, je les combiné ensemble pour faire les lots pour les producteurs. Parce que les producteurs maraîchers aiment ça avoir des lots de semences qui germent rapidement de façon uniforme, une semence un peu plus grosse, facile à manipuler. Et puis, les meilleurs lots de semences moyennes, c'est-à-dire extraction 1M, extraction 2M, peuvent servir pour les jardiniers, tout ça, parce que c'est quand même des lots de très, très bons, très bons taux de germination, sauf que on va dire que le jardinier est un peu comme moins stressé de voir ses graines sortir de terre. De toute façon, c'est une question d'attendre une journée ou deux de plus, c'est pas la fin du monde. J'ai sorti d'autres tableaux. On montre tant que le deuxième test a été meilleur que le premier, sauf dans le cas de l'extraction 3. Et puis, si on peut dire, excusez-moi, il y a plus de différence de taux de germination entre les calibres qu'entre les modes d'extraction. Ça, c'est le type d'analyse que j'ai faite. Et puis là, j'ai donné un peu comme des statistiques de rendement que je résume. Je ne sais pas si ça vaut la peine de toutes les raconter complètement de A à Z. Ça va finir par être endormant un peu. C'est important de voir que cette année, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai fait 10,9 grammes de semences par bulbe, comparé à 2019, qui avait été une bonne saison, où j'avais eu 6,2 grammes, une grosse augmentation. En 2019, je n'avais pas utilisé le bord, mais je pense que surtout, c'est parce que je n'avais pas utilisé le pays plastique. Parce que, je pense que dans l'oignon, on s'entendra qu'on est un peu comme une course contre la montre. Le temps est précieux, puis plus vite on commence, plus vite on risque plus qu'on a de chance d'avoir un résultat avant la fin. Ça a donné à peu près 604 semences récoltées par ombelle. Une ombelle comprenait de 224 à 325 fleurs, donc potentiel théorique de 1200 à 2000. Donc, quand même, peut-être un 30%, puis c'est à peu près ce qu'on peut. C'est normal qu'on n'a pas une graine une graine réelle pour chaque graine théorique. Comme rendement commercialisable, on a eu 1762 grammes pour 35,5 mètres carrés. C'est-à-dire que le rendement en kilo à l'hectare, on fait une série de 3, ça donne 495 kilos à l'hectare.
mon rendement dans la graine d'échalote de la façon qu'on l'a fait. C'est à peu près comparable au rendement pour la graine d'oignon dans ce que j'ai pu trouver comme dans la littérature. 65% de la récolte de la première extraction. Le résultat du tamisage, à tamisage égal, les graines étaient plus lourdes en 2021. 270, le lot moyen, 278 semences au gramme. En 2019, c'était 300 semences au gramme. Les grosses graines, 234. En 2019, 250. Donc, les graines, c'est pas seulement que je n'ai pas rien seulement eu de la plus grosse graine, mais de la graine plus dense. La première extraction donne un meilleur lot de graines, plus de grosses graines, et puis le taux et la rapidité, jour pour 90% est vraiment meilleur que tous les autres lots. C'est pas mal ça. Puis là, j'ai fait une autre série de commentaires. Je sais que j'aurais des gains à faire dans ma production si j'uniformisais les deux rangs. On a vu au début que j'avais un rang qui était fait en retard, le rang sur le bord du bois. Deuxième chose, éviter d'avoir de planter des bulbes avec trop de division à l'intérieur pour avoir des plus grosses fleurs. Peut-être que ça me permet de mieux utiliser le stock que j'ai sous la main. Pas mal les deux améliorations sur lesquelles je vais travailler. L'an passé, j'avais planté le 16 avril. D'habitude, je plante le 1er mai. C'est exceptionnel, mais vu que j'ai récolté à la fin du mois d'août, j'aurais pu planter le 1er mai puis récolter au 14-15 septembre. Puis je pense que toute l'expérience serait facilement répétable, pardon, dans une saison qui aurait été moins favorable, moins hâtée. Et voilà. Merci. Si vous téléchargez le document, là, parce que je pense que Hugo a donné le lien à tout le monde, j'ai mis en annexe certains items sur les présentations de l'an passé. Et puis, il y a un document qui est très intéressant. Est-ce que tu vois le pointeur? Est-ce que vous voyez le pointeur? Ce lien en... Oui, on voit ça. OK. C'est justement la relation entre la taille de la semence et puis le rendement sur la germination et puis sur le rendement des cultures. C'est assez éloquent comme document. C'est pas mal ça. Merci. Merci, Richard. Est-ce que tu peux arrêter de faire le partage d'écran? Comme ça, on peut voir tous les participants. Oui, j'arrête le partage d'écran. Et voilà. Super. Donc, excusez, ça a été peut-être un peu décousu, là, mais je ne sais pas si vous avez suivi ça. non, je pense que ça a été très clair. Tu es allé vraiment dans les détails. Puis, tu as expliqué à la fois les stades phénologiques après plantation des bulbes, les techniques de tamissage et être en mesure de comparer la qualité de tes semences au fil des extractions. Avec les informations que tu as, ça nous permet de sortir des conclusions sur le meilleur lot de semences. Je vois qu'il est 11h15, on a techniquement encore une quinzaine de minutes et c'est peut-être une occasion pour des questions, des commentaires. Jean-François, je ne sais pas si tu veux, si tu as je ne sais pas si tu avais regardé l'itinéraire avant, si la présentation de Richard donne des détails complémentaires. Est-ce que finalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est que cet itinéraire-là soit utile, pour la production de semences d'échalotes
sur la ferme de Richard, mais aussi sur d'autres fermes, vu la qualité de cette variété. On veut que cet itinéraire-là soit utile pour la production d'autres alliums comme les poireaux ou l'échalote. Et puis enfin, on veut que d'autres cultivateurs de semences puissent essayer ces cultures-là qui ont quand même qui sont intéressantes du point de vue soit des agriculteurs, soit des jardiniers. Et si vous avez d'autres idées d'itinéraire de production sur une culture particulière, moi, j'aimerais bien le savoir parce qu'il y a tellement de choix de cultures. Certaines sont plus difficiles que d'autres. Donc, nous, notre intérêt dans les alliums, c'était des conversations avec Audrey Boisvert, Patrice, qui était dans le sud de la Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, puis Marie-Claude qui nous disait, bon, est-ce qu'on peut avoir des formations sur les alliums, sur les oignons? C'est ça qui nous a instigé à faire le webinaire l'année passée et à continuer cette discussion-là aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs pistes sur des pistes à suivre, mais bon, c'est ça. S'il y a des commentaires par rapport à la présentation de Richard, j'aimerais aussi que vous puissiez le féliciter pour son travail minutieux qu'il a fait. Donc voilà, je vous laisse faire peut-être un dernier tour de table, peut-être signaler les éléments qui vous ont le plus intéressé, qui vous ont le plus allumé, et puis on va pouvoir terminer là-dessus. Moi, j'aurais une question, par exemple. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Ah non, pas de question, Patrice. Pas de question, Patrice. C'est par rapport à parce que j'ai remarqué qu'il fait tellement chaud l'été, sous tunnel, ça devient comme abominable. Et donc, j'ai même des variétés de tomates qui sont stressées, que je pensais qui poussaient mieux en tunnel. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elles étaient stressées par la chaleur qui montait. Et donc, ce n'est pas le cas de toutes les plantes qui trippent en haut de 35 et 40. Alors, est-ce qu'il y a eu des pics de chaleur comme ça, Richard, chez vous, ou est-ce que ton tunnel chenille est placé, puis les fleurs ont pas coulé, ont bien passé à travers? Ça a bien passé au travers. En fait, je peux dire que la production de semences en tunnel, j'ai 3 saisons. Une fois, c'était un tunnel où j'avais de la tomate cerise et c'était très bien comporté, sans problème à côté. La deuxième année, dans ce tunnel-là, j'avais un rang de tomates italiennes. Celle-là a souffert quand même, la tomate italienne, l'enroulement des feuilles, une forme de stress hydrique. C'est une tomate italienne qui est très sensible à ça, ma tomate que j'essaie de stabiliser. Puis, c'est pas mal ça. Donc, il a fait très chaud l'an passé. J'ai essayé d'ouvrir, mais c'est un peu comme, regarde, l'échalote française, le tunnel, c'était un tunnel de 96 pieds de long, 12 pieds de large. Et puis, il était ouvert uniquement aux 2 extrémités. Oui, c'est ça. Donc, je vais te dire que j'ai eu du 35-40 Celsius là-dedans sans problème. C'est, moi, je pense que ça a pu. Je pense pas que ce soit la fleur soit affectée autant que des pollinisateurs. Ouais. L'activité des pollinisateurs à l'intérieur, comme pas ça quand il fait chaud. Trop. Mm-hmm. Mais c'est ça, autant que la grosse pollinisation a eu lieu, c'était à fin juillet, on a un peu comme dépassé le pic. Donc, de chaleur, ouais. C'est ça. Je pense que c'est un commentaire très intéressant parce que dans un contexte de réchauffement climatique, de changement climatique, d'augmentation des pics de chaleur, de sécheresse, ça va vraiment avoir des impacts sur la production de semences commerciales. Comme tu disais, sur les pollinisateurs, sur l'avortement des fleurs, sur la vigueur des plants. Et donc, les tunnels peuvent offrir une solution super intéressante pour faire des cultures de semences sèches, mais si on combine tunnel plus pic de chaleur, on peut vraiment avoir un problème à ce niveau-là. Donc, J'aimerais ouais.
Il y a sûrement, c'est sûrement pas idéal, la chaleur, à ce moment-là, au mois de juillet, mais c'est sûrement l'idéal au mois de mai parce qu'on vient de gagner 2, 3 semaines. Et c'est assurément la différence entre une réussite et une perte à 50-75% à la fin du mois d'août, quand on commence à avoir des gros vents, des gros orages. Pour donner une idée, moi, j'avais des semences de poireaux. Je peux dire que j'ai facilement eu la moitié. Le poireau est quand même plus robuste au niveau des hampes. C'est vraiment une plante, c'est un fier porte-graine, si on peut dire. J'ai facilement eu la moitié de mes tiges qui ont cassé au tout début de septembre. J'avais eu des graines d'échalote dehors, peut-être que j'aurais eu les 3/4 qui auraient cassé. Donc, oui, il y a eu un problème au mois de juillet, possiblement. Mais j'ai tellement gagné au début et à la fin que pour moi, le choix demeure évident. C'est une question de logistique. Tu installes une toile, on a préinstallé une toile, après ça, l'enlever au mois de juillet, puis après ça, la remettre au mois d'août. Ouais, surtout que on n'a pas trop travaillé pour rien. Là. Ouais, surtout que si tu as les hampes florales et que tu as une toile, puis ça va impacter les hampes. Moi, j'étais curieux parce que Jean-François et Marie-Claude ont tous les deux des tunnels chenilles pour certaines cultures. Comment vous gérez la question des pics de chaleur et de ventilation? Hugo, je t'ai envoyé 2 photos. Est-ce que tu les as reçues? Oui, je vais les partager. Les partager. On a vraiment encore juste quelques minutes, donc on va devoir faire ça rapide. Je vais montrer rapidement la photo numéro 1. En fait, c'est une serre arnois, 28 pieds de large, que nous, on a transformé en tunnel. Autrefois, on avait des côtés qui se levaient justement pour les pics de chaleur. On s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas nécessaire. Donc, on a les ouvertures qui sont constamment ouvertes. On a essayé cette année dans d'autres mini-serres avec des moustiquaires. On aurait souhaité isoler, mais ça n'a pas donné des bons résultats. Donc, on va plutôt gérer l'isolation des structures. Ça, c'est le meilleur système, selon moi, pour produire des semences qui nécessitent des extractions sèches, carottes, laitue, oignons, poireaux, échalotes, bref, ça s'en va tout là-dedans. Nous, c'est sûr qu'on est mécanisé, donc on a l'avantage de cette dimension-là de pouvoir rentrer avec le tracteur pour former des planches de culture. Tout ce que Richard a dit concernant justement ces conditions sèches-là, moi, je vous le confirme. À l'extérieur, on essaie de temps en temps avec quelques variétés qui semblent beaucoup plus rustiques, mais le plant se développe, mais les semences sont toujours de pied de qualité. Donc, perdez pas votre temps. Richard, puis je confirme, on a aussi fait ces tests-là. Donc, puis je profite de l'occasion de vous montrer justement les structures que je vous parlais. Donc, avec les pinouches jaunes, les rods, qui est amovible. Puis, nous, on remplit la planche au complet. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est au moins 3 rangs ou 4 rangs. Là, ça dépend là, des densités. En fait, du volume qu'on a à produire. Puis, on fait nos petits calculs. Mais ça, c'est vraiment génial. J'ai adoré la présentation de Richard. Il y a plein de trucs qui vient valider, en fait, en même temps. Puis oui, Richard, tu as raison que moi aussi, peut-être qu'à ma pré-retraite, je m'attarderais à une culture, puis je prendrais le temps de prendre des notes, mais ça va tellement vite les saisons, on a tellement de choses à produire en même temps qu'on ne parvient pas. Mais je suis vraiment très content que tu aies fait ce travail-là parce qu'à travers toutes les informations, je ne te dis pas pour nous, ils sont nécessairement tous pertinents, mais ça va vraiment faciliter, en fait, justement, les informations qu'on va demander aux horticulteurs d'aller cibler. Puis, j'aime ton système de jour 1 à 53, puis réparti selon les étapes. C'est ça le métier de semencier, parce qu'on le fait de façon intuitive. Puis quand je dis métier de semencier, je veux préciser métier de raffiner, en fait, d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on fait, parce qu'au début, on est tous pareils, hein, on y va de façon très intuitive, essai, erreur, mais là, je pense qu'avec
les informations qu'on a, puis l'expérience qu'on est en train d'acquérir, le partage que le réseau fait à travers nous, les semenciers, je pense que c'est moi, je dis wow, bravo, je suis content de faire partie de ce réseau-là, puis c'est inspirant. Merci. Marie-Claude, je sais que tu es en mode que ta caméra n'est pas allumée. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais si tu avais un commentaire. Ah, tu es là. Notre rayon de soleil. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation? Est-ce qu'il y a des éléments que. Puis toi, tu as participé à la présentation il y a 2 semaines aussi. Oui, c'est ça. Ben, j'avais. Je suis arrivée un peu en retard, d'ailleurs. Je pensais que c'était à 10h30. Oups! J'avais déjà lu avec attention le document de Richard. Fait que c'était bien de l'entendre de façon plus narrative. Mais ouais, je suis vraiment impressionnée par la quantité de détails, Richard, que tu as mis là-dedans. Puis je suis vraiment admirative de ton travail. Donc, j'ai hâte. C'est ça, ben, moi, dans le fond, les semences d'allium, j'en fais pas beaucoup. Puis, c'est ça, j'ai pas. Je préfère privilégier l'espace sous-abri pour des cultures plus rentables pour moi, là, comme les poivrons. Donc, je les fais plein champ. C'est ça, je fais des poireaux puis les oignons Rossa di Milano. Je n'ai jamais fait les échalotes. Puis, effectivement, ça donne des semences d'assez piètre qualité qu'à chaque année, je suis comme « Ah, j'espère que ça va passer les tests de germination. » Puis à chaque année, ça ne passe pas. Fait que, ben, si le secret, c'est de les abriter, ben, ça sera ça. Mais moi, c'est plus un questionnement là, de valoriser l'espace abrité. Ouais. Je ne sais pas si les oignons vendus vrac, ça vient justifier justement l'espace. L'utilisation de ces espaces-là. Donc, je fais un petit commentaire, mais je fais du pouce sur ce que tu dis, c'est que d'avoir une autre espèce, ça peut permettre d'avoir une rotation de culture supplémentaire parce que, tu sais, constamment rouler les mêmes espèces là, dans tes tunnels, tu peux peut-être occasionner des problèmes. Tandis qu'en ajoutant une culture, ben, ça l'aide en fait pour la rotation des cultures. Oui, ben ça fait partie de mes questionnements parce qu'en ce moment, les tunnels, je les bouge à chaque année. Puis, OK. C'est pas des tunnels comme toi, Jean-François, là, c'est les tunnels chenilles de Tessier. OK. Puis, ben, c'est sûr que c'est la tâche préférée à personne. Fait que je suis en train de me questionner si je peux pas justement trouver moyen de quand même rentabiliser ces structures-là, mais en les bougeant 1 année sur 2, par exemple. Puis dans ce cas-là, oui, ça serait bénéfique d'avoir une rotation, mais en ce moment, comme je les bouge à chaque année, je les garde pour les poivrons. D'accord. Il est 11h27, on va être éjecté de la séance Zoom dans quelques minutes. Est-ce que s'il y avait une culture pour vous qui serait un bon candidat pour faire un itinéraire aussi poussé que celui que Richard a fait, est-ce que ce serait les choux? Est-ce que ce serait le brocoli? Est-ce que ce serait les sprouting broccoli? Est-ce que ce serait les carottes? Est-ce qu'il y a une culture? Les carottes? Ah non, en fait, les carottes, as-tu des bons taux de germination? J'ai vu votre vidéo, là, puis tu présentes là, l'itinéraire de culture, mais on n'a pas les résultats des taux de germination. Nous, on est vraiment essoufflés depuis des années. On parvient difficilement à avoir des taux qui sont commercialisables. Puis, tu sais, on a le goût, mais je suis découragé. Vraiment découragé pour les carottes. Sinon, toutes les cultures, en fait, là, les cucurbitacées, où ils mériteraient aussi. Les choux, oui, nous, on en fait depuis 3-4 ans. On commence à avoir une bonne idée, puis nos conditions. Mais tout ça, Hugo, je veux dire, on les prend un par un, puis go. OK. Ce serait peut-être quelque chose qu'on ferait avec Marie-Claude alors, dans le cadre d'un projet qui s'en vient sur sa ferme. C'est ça. Antoine, est-ce que tu voulais, Monsieur Patate, est-ce que vous vouliez faire un dernier commentaire sur la présentation de Richard et votre expérience? Merci Richard, c'est vraiment remarquable le travail qui a été fait. Et non, je n'avais pas vraiment d'autres remarques, mais je suis vraiment impressionné par le travail qui a été mis là dans la capitalisation des connaissances. C'est formidable. Ouais.
Puis, donc moi, j'ai enregistré la visio et je vais mettre ça sur notre chaîne YouTube, puis je vous partagerai tous le lien.